podcast Humain demain. Salut à tous, chers abonnés. Ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Pour le deuxième épisode du podcast Humain demain, nous allons explorer le longévitisme et ses questions philosophiques avec comme invité Bernard Bertschi. Il a enseigné la philosophie morale et la bioéthique à la faculté de médecine et au département de philosophie de l'université de Genève. En Suisse, il a été membre de la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique non humain, CENH, et en France, il fait partie du comité d'éthique de l'INSERM. Il travaille actuellement sur les questions éthiques posées par les biotechnologies et les neurosciences, domaines dans lesquels il a notamment publié les ouvrages suivants. La neuroéthique, publié par La Découverte en 2009, La vie artificielle, publié par le CENH en 2009, L'éthique à l'écoute des neurosciences, publié par Les Belles Lettres en 2013, et De l'humain augmenté au post-humain, publié par Vrin en 2019. Virginie Stephen, biologiste de formation, collaboratrice scientifique au sein de HEALS, The Healthy Life Extension Society, va m'accompagner. Alors bonjour Virginie, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur l'état de la recherche aujourd'hui sur les processus du vieillissement et comment les traiter ? Oui, tout à fait. Les mécanismes du vieillissement ont fait l'objet depuis le milieu du siècle passé de nombreuses études expérimentales au niveau cellulaire et moléculaire. Des progrès notables ont été accomplis dans la compréhension des mécanismes de la sénescence et du vieillissement pathologique, ainsi que dans la mise au point de stratégies de prévention. Parmi toutes les théories proposées, dont la théorie de l'usure, la théorie hormonale, la théorie du contrôle génétique ou la théorie des radicaux libres, pour n'en citer que quelques-unes, il n'existe pas encore de théorie universelle et unique du vieillissement. On retrouve dans l'article Hallmarks of Aging de la revue Cell sont décrites les 9 causes biologiques du vieillissement, dont la dégradation de l'ADN, la longueur des télomères ou l'épigénétique. Les recherches les plus prometteuses que l'on trouve actuellement en termes de thérapie sont celles dans le domaine des thérapies géniques, des cellules souches, des nanotechnologies, de la transfusion sanguine ou les produits comme les sénolytiques, la metformine, la rapamycine ou les hormones. Merci Virginie. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Bernard. Virginie va poser la première question. C'est parti. Donc selon vous, vivre plus longtemps serait du transhumanisme à partir de combien d'années ? Écoutez, effectivement, c'est une question qui est bonne à poser pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle souligne que, dans le fond, l'aspiration à vivre plus longtemps, c'est pas du transhumanisme. L'aspiration à vivre plus longtemps, c'est consubstantiel à l'être humain, semble-t-il en tout cas, puisque on peut citer des anciennes légendes. La plus vieille, sans doute, étant celle de Gilgamesh, qui est une recherche d'immortalité, parce que Platon, Aristote en parlent. Donc, à partir de quand c'est du transhumanisme, à la limite, c'est pas une question que je trouve fascinante, parce que dans le fond, je trouve pas une question fascinante de se demander si c'est du transhumanisme ou si c'en est pas. La question qui m'apparaît la plus intéressante, c'est de savoir est-ce que ça correspond à des aspirations humaines ou non. Et il est vrai que le transhumanisme reprend des aspirations humaines, alors parfois en leur mettant le label transhumanisme, mais là je pense d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais une certaine ambiguïté chez certains transhumanistes en tout cas, comme Nick Bostrom, entre la question de savoir si on va simplement continuer à faire ce qu'on a encore fait mais en le poussant à la limite, ou donc simplement continuer à ce qu'on pourrait appeler réaliser les aspirations de la nature humaine, ou si on va dépasser les aspirations de la nature humaine en devenant un être différent. Et notamment dans sa lettre d'utopie, il joue toujours sur les deux tableaux. Donc je dirais, actuellement, on pourrait dire, maintenant si je voulais quand même répondre sérieusement à votre question, je pense que si on considère, ce que font pas mal de gens, de biologistes en tout cas, que 120 ans est la limite en gros supérieure à ce que la nature humaine nous permet, on pourrait dire que dépasser 150 ans, c'est du transhumanisme. Donc les transhumanistes, en général, estiment que nous devrions miser sur l'extension radicale de la durée de vie en bonne santé, car ça pourrait apporter différents bénéfices à nos sociétés, comme par exemple des personnes plus attentives aux conséquences de leurs actes sur le long terme, parce qu'elles sauront qu'elles pourraient vivre longtemps, donc évidemment sur le réchauffement climatique par exemple, ou même
sur des questions diplomatiques, etc., ou pourrait rendre les personnes moins portées à la violence ou peut-être globalement rendre les gens plus heureux. Quels arguments voyez-vous pour soutenir ou au contraire contester ces espoirs? Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faudra pas seulement changer la longévité si on veut obtenir ces bénéfices, parce que malheureusement, l'être humain est soumis à des biais, et un de ces biais, c'est ce qu'on appelle le discounting du futur lointain, c'est-à-dire qu'on pense à court terme, de manière générale. Maintenant, si on était effectivement purement rationnel, effectivement, on peut se dire, plus on a à perdre, plus on va être prudent, donc plus on va vivre longtemps, plus on a à perdre. On a une espérance de vie de plus en plus grande, de plus en plus longue, et donc ça pourrait nous rendre plus sages. Euh, Effectivement, je pense que ça marche sur le papier, dans le sens où ça marche pour des êtres qui réfléchissent, qui se comportent tout le temps de manière rationnelle, le plus rationnel possible. Mais l'être humain, en tout cas actuellement, c'est pas le cas, et donc l'augmentation de la rationalité devrait sans doute être visée en même temps que l'augmentation de la longévité. Ben, c'est un peu, disons, on peut faire le parallèle avec l'augmentation de la longévité déjà actuelle. On a gagné 30 ans de vie pendant le XXe siècle, 30 ans d'espérance de vie pendant le XXe siècle. Ça met actuellement sous pression le système des retraites. Alors bon, chaque pays le gère comme il le peut, mais dans le fond, on se rend compte que personne n'a envie de travailler plus longtemps. Donc, d'une certaine manière, alors que ce serait probablement nécessaire, à moins d'agir évidemment sur les autres leviers que sont le niveau des retraites, enfin, mais ça modifie la situation, ça ne paraît pas nous avoir rendu plus sages, cette augmentation de longévité. Donc encore une fois, je pense que on ne peut pas miser uniquement sur un facteur pour essayer d'améliorer les autres. Je pense qu'il faut essayer de mener ça de front. Verriez-vous des avantages à considérer le vieillissement comme une maladie? Si oui, lesquels? Sinon, pourquoi? Alors c'est Savulescu qui avait, je crois, dans un article, dit que la vieillesse tue, je crois, 13 millions de personnes. Je me souviens plus du nombre exact, peu importe, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes qui décèdent chaque année et qui vieillissent auparavant. Alors, bon, l'avantage de considérer la mort comme une maladie ou le vieillissement, il faudrait peut-être distinguer les deux, parce que le vieillissement s'accompagne quand même de multiples handicaps chez beaucoup de personnes, alors que la mort peut être brutale. Mais de le considérer comme une maladie, ça a un avantage, c'est de dire que ça attire notre attention sur le fait que ce sont des maux au sens du contraire des biens, contre lesquels il faut lutter. Ou contre lesquels, en tout cas, il est bon de lutter. Et c'est vrai qu'actuellement, on a des définitions de la santé, par exemple celle de l'OMS, qui font plaisir d'ailleurs au transhumanisme, comme des états de bien-être complets. Évidemment, la crainte de la mort, la crainte de la maladie, la crainte de la vieillesse sont de ce point de vue-là, des facteurs qui vont contre cette conception de la santé, d'où l'intérêt de concevoir la vieillesse et la santé et la mort comme des maladies. Inversement, évidemment, c'est un peu paradoxal de considérer la mort comme une maladie, puisque la mort, en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et comme l'avait dit, je crois, je ne sais plus si c'est Épictète il y a fort longtemps ou Pétrarque, dans le fond, si on se plaint d'être mortel, il faudrait simplement se plaindre d'être né, puisque tout être humain est mortel de certaine manière. Donc, la condition humaine, jusqu'à maintenant, y compris maintenant, se termine par la mort. Et donc, la mort est un terme naturel, même si ce n'est pas un terme désiré. Et de ce point de vue-là, c'est paradoxal de le considérer comme une maladie. Mais ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, je pense que si on veut lutter contre quelque chose, c'est parce qu'on le perçoit comme un mal. La mort est généralement perçue comme un mal. Et donc, c'est pas absurde. Enfin, du moins, ça peut même être utile de la considérer comme une maladie, simplement parce que ça nous dit, essayons de faire en sorte qu'elle se passe le plus tard possible ou elle se passe le mieux possible. Oui, car c'est vrai qu'il y a une différence, je pense, entre vieillissement et mort. Tout ce qui concerne le vieillissement n'est pas forcément négatif, puisque, par exemple, vieillir, c'est aussi gagner en expérience, peut-être aussi gagner en sagesse, selon peut-être certaines définitions. Donc, plus on vit longtemps, plus on peut acquérir de l'expérience. D'une certaine façon, ça pourrait aussi ça pourrait être vu comme quelque chose de positif, alors que si on le considère directement comme une maladie, peut-être qu'il faudrait définir exactement les signes du vieillissement que l'on considère comme une maladie.
Vous avez tout à fait raison, effectivement, parce que quand je parlais de vieillissement, je pensais au vieillissement très âgé d'une certaine manière, où on sent qu'on perd ses capacités, ou pas toutes, hein, mais en tout cas un certain nombre, où on se sent devenir un fardeau pour les autres, qui sont quand même des choses relativement pénibles. On se reconnaît plus forcément pour la personne que l'on était. On devient fatigué, on perd de l'intérêt. Enfin, j'entends, il y a toute une série de phénomènes qui sont assez négatifs, alors qui ne sont pas forcément présents chez tout le monde, hein. On connaît tous des, des personnes qui ont travaillé jusqu'au bout avec le même enthousiasme. On peut parler de Charles Aznavour récemment, hein. En Suisse, on avait un peintre qui s'appelait Hans Cerny, qui est mort à 105 ans, dans son atelier quasiment. Donc il y a des contre-exemples à tout ça, c'est vrai. Mais voilà, il y a quand même pour, disons, la majorité des gens, toute une série de fardeaux qui sont pénibles et dans le fond qui peuvent faire d'ailleurs aussi percevoir la mort comme une délivrance, hein. C'est un peu le paradoxe aussi. En Suisse, on a l'assistance au suicide est quelque chose qui est autorisé, hein. Il y a une association qui s'appelle Exit qui, qui, qui la pratique. Et effectivement, la motivation des gens qui ont recours à cette institution, c'est qu'ils sont fatigués de vivre pour toutes sortes de raisons, enfin que la vie est devenue un fardeau pour eux. Donc un des intérêts, si on peut dire évidemment, comme vous l'avez dit au début, de l'immortalité, c'est l'immortalité bien sûr en bonne santé, sinon ça n'intéresse strictement personne, hein. Il y avait un philosophe anglais, Derek Parfit, qui avait fait un petit raisonnement qui s'appelle la conclusion répugnante, enfin, repugnant conclusion, qui consiste, c'est-à-dire que on pourrait rallonger la vie, mais en diminuant toujours la qualité de vie, et on arrive pour finir une sorte d'éternité où la vie vaut à peine d'être vécue. Ça n'intéresse effectivement personne. Euh, et du coup, je sais pas si vous êtes familier avec le concept du longevity escape velocity, qui est en français, ça voudrait dire vitesse d'échappement de la longévité. C'est une situation hypothétique dans laquelle l'espérance de vie augmente plus vite que le temps qui passe. Par exemple, plus nous vivons longtemps, plus nous avons des chances de bénéficier d'avancées radicales que nous ne pouvons pas prévoir. Donc ça pourrait dire que en fait, chaque mois que vous parvenez à rester en vie, vous gagnez une autre semaine de vie. Dans 40 ans, cela pourrait être 2, dans 80, 3. Et ça devient intéressant si, pour chaque mois que vous êtes en vie, vous vivez encore 4 semaines. Ça me paraît être une proposition qui fait sens, voilà, d'un point de vue, je sais pas, ça semble rationnel, mais est-ce qu'il n'y a pas une faiblesse dans ce raisonnement, de ce concept? Alors, c'est un peu, si je connaissais pas le concept, mais je pense que ce raisonnement est derrière aussi l'affirmation d'Aubrey de Grey, qui disait il y a une dizaine d'années que l'homme qui vivra 1000 ans existe déjà. Enfin, l'être humain, faudrait dire plutôt que l'homme, hein, si on veut être plus neutre. Ce qui m'avait fait un peu sourire parce que c'est l'âge que j'avais il y a une dizaine d'années. Et l'idée était que, effectivement, si, voilà, c'était pas tous les mois, mais si tous les 25 ans, il y a une révolution médicale qui permet de prolonger la vie d'autant, pour finir, effectivement, par tranche, on y arrive. Alors, Aubrey de Grey était, si je ne m'abuse, un informaticien de formation et probablement qu'il prenait le modèle des progrès en informatique comme modèle médical, ce qui est pour le moins, enfin, disons, c'est moins très spéculatif, hein. Euh, voilà, bon, à part ça, moi je pense que biologiquement parlant, étant donné les êtres que nous sommes, ce raisonnement il tient pas parce qu'il y a des limites biologiques qui sont liées à la génétique, hein. Ben, la mort est programmée génétiquement, on en connaît un petit peu, mais enfin, on a encore beaucoup à apprendre. Et que de mon point de vue en tout cas, tant qu'on n'a pas réussi à casser ces barrières génétiques, on ne dépassera pas les 120, 130, 130 ans. Enfin, peut-être on peut imaginer un peu plus avec certains médicaments miracles, bien qu'on nous les annonce tous les 6 mois, en gros. Mais je pense qu'effectivement, et en ce sens-là, là peut-être qu'on peut parler de transhumanisme, si on considère que le génome, c'est un peu la nature humaine, enfin c'est un peu la matérialisation de la nature humaine, il faudra changer la nature humaine pour pouvoir vivre vraiment très très longtemps. Pour parler un peu des expériences récentes de rajeunissement de catcheurs, par exemple, donc je vous explique un petit peu, c'est ici au mois d'avril, mars, quelque chose comme ça, où ils avaient remplacé du sang de rats âgés par du plasma de jeunes rats, ou celle un peu similaire des Conboys, mais qui diluait le sang de souris âgées avec du plasma contenant de l'albumine et de l'eau salée.
ça avait comme résultat d'améliorer considérablement les biomarqueurs du vieillissement. Quels sont selon vous les enjeux d'un point de vue éthique de ce type d'expérience? Bon, alors, comme vous savez, il s'agit de l'expérimentation animale. Effectivement, donc on se permet sur les animaux beaucoup de choses qu'on ne se permet pas sur les êtres humains. Ça peut ça peut créer un problème éthique, mais c'est une autre question. Alors effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre enfin, comment dire, de biomarqueurs qui peuvent être modifiés. Alors là, bon, en changeant le sang, et toujours la question quand on passe sur l'être humain, bon, il peut y avoir des avantages et puis enfin, il faut faire la balance risque-bénéfice, hein, indépendamment du fait qu'il faut demander d'abord aux personnes d'être consentantes, ce qui va de soi, en tout cas dans nos pays. La balance risque-bénéfice et pour l'instant, pour l'être humain, c'est vrai que enfin, on n'est pas des souris, dans le sens que d'une certaine manière, bien entendu, les paramètres biologiques sont en bonne partie les mêmes, mais j'entends, il faudrait quand même qu'on s'assure que les choses qui constituent un peu notre humanité, c'est-à-dire notamment notre développement cérébral, nos capacités mentales, ne sont pas impactées à court, à moyen ou à long terme par ces méthodes-là. Voilà, donc j'ai pas plus de réflexion là-dessus, sauf pour dire, bon, effectivement, c'est des expériences intéressantes, va nous permettre en tout cas de mieux comprendre le phénomène du vieillissement, enfin toute série de phénomènes qui peuvent être intéressants à d'autres points de vue, point de vue médical ou autre, hein. Vous savez qu'il y a des maladies génétiques dans lesquelles les enfants vieillissent très rapidement. Enfin, il y a plein, donc ça peut être très utile pour la médecine habituelle. Ça peut nous en apprendre beaucoup plus effectivement sur le vieillissement et donc permettre de lutter contre dans la mesure où on pense que c'est une bonne chose de lutter contre, évidemment. Et justement, par rapport à notre rapport à la mort en tant qu'espèce, est-ce que la mort et notre durée de vie actuelle ne définissent-elles pas l'humanité en grande partie? Et donc vivre plus longtemps signifiera la naissance d'un nouveau type d'humain ayant une perspective sur la vie que l'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Alors oui, c'est possible. Bon, alors l'idée que la mort fait partie de la condition humaine a été affirmée par la plupart des philosophes jusque-là. Moi, je suis philosophe, hein, donc c'est la littérature que je connais. L'exemple le plus récent qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Paul Sartre, qui disait que quand il parlait de la condition humaine, c'est un certain nombre de limites, il appelait ça limites d'ailleurs, auxquelles on est confronté, comme être au travail, c'est-à-dire devoir produire ses moyens de subsistance, être avec les autres, et aussi être mortel, hein. Et effectivement, alors il voulait pas parler de nature, parce que les existentialistes n'aiment pas le terme nature humaine, parce que ça donne une impression de quelque chose qui est fixé, sur lequel on n'a pas de prise. Il préfère parler de conditions humaines, avec l'idée que peut-être ça pourrait changer, mais c'est jamais quelque chose qui, à ma connaissance, ils ont développé. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, vaincre la mort, ce serait, enfin, dépasser la mort, enfin, on peut appeler ça comme on veut, hein. Ce serait une manière de quitter la condition humaine présente, donc de créer un homme nouveau sur ce plan-là. Et je pense que ça changerait effectivement énormément de choses, parce que si je regarde de manière plus générale l'histoire de la philosophie, depuis les Grecs, ben, l'idée, c'est qu'effectivement, l'idée qu'on est confronté à la mort et que l'on doit d'une certaine manière se définir par rapport à cette limite est développée par un peu tout le monde. Et la philosophie Platon le dit, mais c'est surtout Montaigne qu'on répète souvent, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et Montaigne, qui est un auteur délicieux à part ça, mais tonitruc contre ceux qui préfèrent ne pas y penser et se voiler la face, d'une certaine manière, parce qu'ils pensent au contraire qu'il faut affronter l'idée. Enfin, et voilà, il y a cette attitude qui a été développée, enfin, disons, cette dualité d'attitude qui a été développée entre ceux qui pensent que on doit régler son problème avec la mort, on doit le régler en soi-même, c'est-à-dire changer son attitude, disons, maîtriser sa peur, parce que c'est de ça dont il s'agit, et puis ceux qui pensent plutôt buvons et mangeons car demain nous mourrons et ne nous occupons pas de cela. Donc notre rapport à la mort a effectivement défini la condition de la nature humaine depuis jusqu'à maintenant, y compris. Et effectivement, si ça changeait. Alors, est-ce que ça changerait? Peut-être une autre bonne question, parce que le fait de devenir amortel, comme on dit parfois, c'est-à-dire non pas forcément immortel, mais enfin de plus mourir par des causes naturelles, hein, ne va pas nécessairement en tout cas bloquer cette réflexion, parce que d'abord les accidents vont continuer à exister, on peut imaginer, les gens peuvent vouloir mettre fin à leur vie pour toutes sortes de raisons. Tant qu'on restera des entités biologiques,
la mort restera une de nos possibilités. Donc, quand j'avais un peu raconté ça lors d'une réunion à Rome où il y avait Anders Sandberg notamment, il m'avait répliqué, c'est vrai, sauf si on télécharge, on download notre esprit sur un ordinateur, qui est un autre programme dont on entend parfois parler. Il a raison, sauf que, comme je l'ai fait remarquer, mais il le savait déjà, on serait confronté à un autre problème, c'est la duplication de notre identité, puisqu'on pourrait nous copier, nous dupliquer, et qu'effectivement, on aurait de multiples copies de soi-même, toutes un peu plus ou moins différentes ou pas les mêmes, et ce serait une espèce de clonage numérique qui vous reste probablement des perspectives assez abyssales et des problèmes dont on ne se rend même pas compte. Vous avez dit d'ailleurs dans votre question au début, est-ce en devenant immortel, est-ce que l'on ne deviendrait pas des êtres tels que, dans le fond, dont on ne pourrait plus dire grand-chose de cette manière? Alors c'est possible, mais si on peut rien en dire, le problème c'est que justement on peut rien en dire. C'est aussi ce que Bostrom soulignait quand il parlait de l'état transhumanisme, où dans le fond toutes nos aspirations actuelles seraient remplies. C'est à la fois quelque chose qu'on peut imaginer et quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, puisque ces êtres-là seraient plus nous-mêmes. Donc, comme disait Wittgenstein, un autre philosophe, quand on ne peut pas parler d'un sujet, il faut mieux se taire sur cette question-là. Ouais, c'est vrai que ça m'a fait aussi penser, notamment cette question d'immortalité. Si on a vraiment une condition humaine où on ne meurt plus de cause naturelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être paralysé presque, de se lever le matin pour aller faire quelque chose? Parce que quand on a un risque de mourir, quand on vit en moyenne 90 ans, c'est une chose, mais quand il y a un risque de mourir et qu'on a l'éternité devant soi, c'est une autre. Donc je me dis, il y a peut-être un facteur paralysant. C'est bien possible. Alors, ça rejoint ce qu'on disait avant. On ne peut pas changer qu'une chose, que la mortalité. Il faudrait aussi changer la psychologie humaine. Et c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose qui se dirige comme ça. Il suffit pas d'un claquement de doigts pour pouvoir le faire. C'est un raisonnement assez intéressant et une petite parenthèse, dans le fond, qu'on retrouve dans les raisonnements actuellement concernant, par exemple, le vaccin pour la Covid-19. L'idée, c'est que est-ce qu'il faudrait pas privilégier les jeunes parce qu'ils ont vécu moins longtemps, donc ils ont plus d'années à perdre que les personnes âgées comme moi, qui ont passé l'essentiel déjà de leur vie et qui ont plus grand-chose à perdre de cette manière. Alors, dans quelle mesure est-ce que psychologiquement ça crée une différence? Sans créer une en tout cas rationnellement, c'est sûr, mais d'un autre côté, quand on est confronté à la mort, à la fin, qu'on ait 25 ans ou 85 ans, ça change pas forcément quelque chose parce qu'il s'agit véritablement de l'anéantissement final. Voilà, donc je comprends le raisonnement. Est-ce que ce raisonnement d'une sorte de paralysie possible est une possibilité réelle? Je sais pas, franchement, je ne sais pas. Pour les personnes non matérialistes, justement, et celles qui croient en une transcendance, voire font une différenciation entre l'âme et le corps, le transhumanisme poserait-il un problème éthique majeur, car il touchera aux mécanismes structurels du corps qui définissent pour beaucoup le fait d'être humain? Alors, ça va dépendre du type de religion. Si vous êtes quelqu'un qui croyait à la réincarnation, ça vous posera pas de problème, parce que de toute façon, vous êtes déjà immortel. C'est juste votre corps qui change. Et en l'état actuel des choses, mieux vaut changer de corps tous les 50 ou 60 ans que de garder le même indéfiniment. Peut-être aussi, on se finirait par se lasser de sa propre apparence. Voilà. Mais bon, à part ça, il y a d'autres conceptions religieuses. Alors, bon, ces conceptions religieuses, pour la plupart, à part certaines formes de bouddhisme et de religion chinoise, shintoïsme ou autre, on est déjà immortel, hein, et on a une âme immortelle. Simplement, bon, ben, ce sera ailleurs, ou enfin, il y aura différentes modalités. Le corps peut jouer ou ne pas jouer de rôle. Même vous prenez un auteur comme Platon, dans notre tradition, ben, qui y avait une espèce de théorie de la métempsychose, enfin, de la réincarnation. Le corps était pas très important, c'était même le tombeau de l'âme, donc d'une certaine manière, si on pouvait vivre sans, ce serait mieux. Par contre, pour les catholiques, effectivement, l'incarnation joue un rôle absolument fondamental. Et, mais ce qui est fondamental, c'est d'être incarné, c'est d'être un composé d'âme et de corps. Et dans le fond, ils n'ont jamais eu d'objection, me semble-t-il, au fait que l'on puisse vivre très très longtemps dans le même corps. Il me semble que leur objection, parce qu'ils en ont des objections, mais même je pense que ça les rend, enfin, ça crée une espèce de réaction émotionnelle très forte chez eux
ils sont contre, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est plutôt parce que dans l'idée que on fait preuve de démesure en voulant vivre si longtemps que ça et qu'on veut jouer à Dieu d'une certaine manière, qui devrait être seul à tirer les ficelles de la vie et de la mort. C'est la raison pour laquelle aussi ils sont contre le suicide d'une certaine manière. Non, évidemment, bon, moi je suis pas théologien, mais on pourrait leur répondre que si on acquiert la capacité par nos capacités naturelles données par Dieu de vivre 1000 ans, il ne devrait pas y avoir d'objection puisqu'on ne ferait qu'usage de nos capacités naturelles. Mais enfin bon, je ne vais pas répondre à leur place. Il faudrait leur poser la question. Mais la plupart du temps, parce que des gens que je connais en tout cas, c'est l'idée qu'on veut, dans le fond, d'une certaine manière, dépasser une nature humaine qui nous est donnée par Dieu. Mais encore une fois, comme je viens de dire, c'est une objection assez ambiguë, puisque, dans le fond, si on utilise nos facultés naturelles pour y parvenir, on n'aura rien trahi du tout, d'une certaine manière. Et vous pensez qu'il y a souvent une distinction entre, en tout cas, que la majorité des transhumanismes n'ont pas justement cette approche qu'ont les croyants ou pas forcément? Bon, alors, écoutez, c'est difficile de dire parce que dans le fond, des transhumanistes, j'en ai lu quelques-uns, j'en connais quelques-uns, mais je ne peux pas dire que je les connais tous, loin de là. Et dans le fond, ces questions d'âme et de corps, j'ai pas entendu souvent traiter par eux. Je pense que la plupart sont matérialistes, au sens physicaliste, c'est-à-dire que notre esprit, c'est notre cerveau, etc. Enfin, c'est mon avis aussi, je veux dire. Donc, voilà, et donc, c'est pas pour rien. Enfin, s'ils travaillent sur l'immortalité du corps, c'est parce qu'ils croient pas dans l'autre. Parce que sinon, si on croyait dans l'autre, d'une certaine manière, c'est pas vraiment un problème important. C'est vrai que en réfléchissant juste, vous avez parlé de réincarnation dans la tradition hindouiste. On pourrait y voir un petit problème si jamais on est composé d'une société d'immortels, si les êtres humains en général sont immortels, la roue de la réincarnation semble s'arrêter, puisque le but enfin, j'imagine, c'est l'idée de se réincarner pour s'améliorer, donc il pourrait y avoir un petit problème dans le rouage. Tout à fait. Bon, alors, chez certains, on peut se réincarner même chez les animaux, hein. Là, il y a différentes versions. Et effectivement, la réincarnation est déterminée, enfin, d'autant que je connais ça vaguement, hein, par le karma, c'est-à-dire notamment par le fardeau qu'on a apporté à se libérer. Et si on se réincarne plus, effectivement, mais si on vit très très longtemps, effectivement, ça pourrait poser un problème. Mais ça pourrait poser un problème à différents niveaux parce qu'on peut imaginer, même, imaginez que vous viviez 300 ans, vous prenez votre retraite à quel âge, vous avez la capacité de faire des enfants pendant combien de temps, vous êtes marié avec une personne pendant combien de temps. Bon, on se plaint parfois actuellement du fait que beaucoup de couples divorcent, ce n'était pas le cas avant. Alors, il y a la pression sociale qui joue un rôle, mais il y a aussi le fait que la durée moyenne des mariages jusqu'au XVIIIe siècle était de 10 ans, parce qu'un des conjoints mourait tout simplement. Voilà. Donc il y a plein de choses qui seraient fort. Il n'y a pas que la question du karma qu'il faudrait repenser, mais véritablement énormément de pratiques sociales et personnelles. Oui, c'est vrai que les questions sociétales sur l'augmentation radicale de la durée de vie, c'est des questions fascinantes. Et je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui ont vraiment travaillé sur le sujet. Un des arguments, une des objections, je crois que c'est Mark Crooks qui en avait une fois parlé, une des objections qu'il y avait à l'augmentation de la longévité, c'est le fait que on pourrait plus faire d'enfants puisqu'il n'y aurait plus personne à remplacer. Et là, une des réponses est de dire que, mais effectivement, plus les gens vivent bien et longtemps, moins ils font d'enfants. Donc, le problème pourrait s'arrêter de lui-même, mais c'est difficile, c'est difficile comme ça de faire des plans parce qu'on peut imaginer, même si on vit tous quasi éternellement et qu'on fait tous 2 enfants, de toute manière, ça va doubler la population régulièrement. Alors évidemment, certains, on pourrait penser faire de la conquête spatiale, c'est encore un autre chapitre. Anecdote et véridique, le Vatican, jusque dans les années, je crois, 80, avait un bureau pour la conquête spatiale parce qu'ils s'étaient rendu compte que, évidemment, comme ils sont contre le contrôle des naissances, c'est qu'ils s'étaient quand même rendu compte, ce ne sont pas des manches, hein, ils s'étaient rendu compte que la population augmentait de manière très importante. Enfin, ils s'étaient dit, la solution, c'est d'aller voir ailleurs. Ils ont fermé le bureau depuis. Il faut croire que les résultats étaient pas fantastiques, mais c'est une question à laquelle, effectivement, on serait confronté. Et on est déjà confronté d'une certaine manière, mais puisqu'on a gagné 30 ans, bon, un peu moins si on tient compte de la diminution de la mortalité infantile, on se rend compte que
bon, ben, ça crée des problèmes, certes, peut-être pas loin d'être insoluble. Ce qui dépend aussi, c'est, en admettant qu'on se mette à vivre plus longtemps, c'est le rythme auquel ça va se passer, hein. Si c'est 10 ans par génération, on peut plus facilement s'adapter que si c'est 1000 ans d'un coup. Oui, bien sûr. Une autre question qui est finalement liée à l'impact sociétal de ces technologies, c'est le physicien allemand Max Planck qui a déclaré, et bon là je paraphrase, qu'une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires, mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir, et qu'une nouvelle génération prend le relais. Donc il suppose que l'humanité progresse socialement, scientifiquement et moralement, en grande partie car les générations finissent par laisser leur place, et donc leurs systèmes de croyances, de valeurs et de pensées peuvent être remplacés par de nouvelles. Déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai dans cette proposition? Et si oui, peut-on craindre que si les humains vivent 2 ou 3 fois plus longtemps, nous aurons plus de mal à passer le relais et donc quelles conséquences peut-on anticiper sur la cohabitation et la succession des générations? Oui, alors bon, Planck a sans doute raison pour certaines questions. En tout cas, dans le domaine scientifique, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent mordicus à leur propre théorie. Ben, et si leur théorie, dans le fond, ne passe pas à l'épreuve des faits, eh ben, évidemment, ça elle disparaît à leur mort. Peut-être pour la question de l'hydroxychloroquine sera réglée de la même manière, puisqu'il y a encore des gens qui y croient. Manifestement, il n'y a pas d'effet. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste non plus, parce qu'on se rend compte dans nos sociétés actuellement que certaines croyances qu'on estimait un peu désuètes, un peu dépassées, comme certaines conceptions religieuses fondamentalistes, refont surface, hein. Alors bon, c'est particulièrement visible avec l'islam actuellement, mais parce qu'il y a le retour du voile qui avait complètement disparu, notamment d'Afrique du Nord. Et alors voilà, c'est un problème un peu différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est jamais. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait comme ça enfin, qu'on puisse compter sur un progrès quasiment automatique. Et que justement dans ces questions de conception un peu métaphysique où véritablement la signification de la vie est en jeu, je suis pas sûr qu'on en change si facilement, qu'il y ait pas des retours. Donc ce serait bien si Planck avait raison, mais bon voilà. Alors vous parlez la deuxième chose, c'était la question de la coexistence des générations. Alors ce que j'observe maintenant, parce qu'effectivement on a gagné une génération, moi j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai encore mes parents. Ça fait quand même 4 générations, ben, on se rend compte qu'il y a quand même une déperdition de contacts non négligeable, hein, puisque si moi je connais bien mes enfants et mes petits-enfants, euh, mes parents connaissent, enfants, bon, ils sont très très âgés, connaissent vraiment pas très très bien leurs arrière-petits-enfants, hein. Comme il y en a un certain nombre, parce qu'on était un certain nombre dans la famille, ils les mélangent allègrement. Moi, mes petits-neveux, d'ailleurs, je les connais pas non plus, donc ou très mal, disons. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, dans le fond, notre capacité d'empathie, si on peut, ou d'intérêt à nos proches, elle est quand même limitée. Et s'il y avait tout d'un coup 10 générations, je pense que les personnes qui seraient 10 générations après nous serait pas très très différent enfin l'intérêt qu'on leur porte serait pas forcément très différent de l'intérêt qu'on porte à un compatriote ou à un ami lointain. Voilà, donc ça à moi, encore une fois, de changer les capacités psychologiques de l'être humain. Rousseau, il y a bien longtemps, se plaignait du fait que on était insensible au malheur des gens qui sont très éloignés, qui vivent très loin de nous. Il avait raison, mais d'une certaine manière, c'est la seule façon de vivre, parce que si vous vous inquiétez autant du malheur de vos proches, des gens lointains, que du malheur de vos proches, surtout actuellement dans un moment où par la télévision et les médias, on est au courant de tout ce qui se passe, la vie justement serait simplement insupportable. Donc on est ainsi fait pour discounter l'intérêt que l'on a pour les personnes lointaines. Et à moins de changer, mais je ne sais pas trop comment l'être humain, ça m'apparaît une condition de survie en bonne santé, d'une certaine manière, en bonne santé mentale. Un des buts du transhumanisme est aussi de rendre l'être humain le plus heureux possible, hein. Et effectivement, l'augmentation de la sollicitude pour
tous les malheurs du monde, c'est pas quelque chose qui irait dans ce sens-là, en tout cas. C'est vrai. Il y a quand même des possibilités de rationaliser ce biais cognitif qui est le manque d'empathie spatiale et aussi temporelle, puisqu'on se soucie quand même moins des générations futures, surtout les générations qui vivent très, très longtemps dans le futur. Mais il y a des mouvements comme le mouvement altruisme efficace notamment les écrits de Peter Singer qui tentent justement de dire si vous pouvez pas émotionnellement vous soucier des gens qui vivent dans des pays pauvres, très éloignés, vous pouvez au moins le faire rationnellement en mettant une partie de vos revenus, par exemple, pour des associations caritatives, ce genre de choses. Oui, oui, tout à fait. C'est la vie de Singer. Alors bon, moi je pense qu'il y a des limites à cette façon de voir parce que bon, mais ça c'est ma conception des choses. Je pense que notre cognition est largement dépendante de notre vie affective et que on peut aller jusqu'à un certain point. Hein. C'est pas d'ailleurs parce que on priorise ses enfants par rapport, je dirais, aux enfants du voisin qu'on va négliger les enfants du voisin s'ils sont dans le besoin. C'est pas des questions de tout ou rien. Singer d'ailleurs lui-même, enfin, a été confronté à ce genre de problème mais un peu différemment puisque lui il n'a pas d'enfants, donc c'est pas ses enfants de ce côté-là que ça va. Mais c'est intéressant d'avoir des enfants quand même parce que il y a des études qui montrent que dès qu'on a des enfants, notre relation affective au monde, elle change de manière assez importante quand même. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire contre, qu'il faille le suivre, je veux dire, mais ça joue un rôle. Mais Singer a toujours pensé qu'effectivement, l'euthanasie était quelque chose de justifiable. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il avait même développé l'argument, alors là, qui est plus discuté, qu'on pourrait, dans certains cas rarissimes, euthanasier une personne contre son gré si on était sûr qu'elle allait souffrir atrocement et que c'était le seul moyen de l'empêcher. Mais récemment, donc, la mère de Singer a développé une maladie dégénérative et il a reconnu que c'était, malgré ses positions sur l'euthanasie ou sur le suicide, que c'était quelque chose qui remettait un peu en jeu un certain nombre de ses croyances. Et moi, je pense que c'est très, très bien qu'il se soit rendu compte de cela et que c'est quasiment inévitable parce qu'encore une fois, je pense qu'effectivement, euh, les émotions et la vie affective jouent un rôle fondamental, y compris dans notre vie morale. C'est pas nouveau ça, hein, moi j'aime bien le dire parce que je suis un vieil aristotélicien, mais Aristote déjà disait qu'on ne peut pas être courageux si on n'éprouve pas de la peur à un degré, évidemment, un degré raisonnable, rationnel. On ne peut pas en éprouver trop, mais on ne peut pas être vertueux si on n'éprouve pas d'émotion. Je pense que c'est vrai et il faut en tenir compte et ça veut dire aussi que si on veut changer l'être humain, il ne faut pas se borner à vouloir changer son mode de raisonnement ou à vouloir le rendre plus rigoureux. Il faut modifier la matière affective dans laquelle on est fait. En 2020, une personne de 75 ans ne ressemble pas du tout à une personne du même âge en 1960, ni physiquement, ni mentalement. La révolution de la longévité creuse l'écart entre âge chronologique et physiologique. Un Français dont l'âge chronologique est de 75 ans a un âge physiologique de 65 ans. Quels sont les enjeux éthiques de la longévité sur la place des personnes âgées? Alors vous soulignez quelque chose effectivement d'important. Hein. Effectivement, il y a même un demi-siècle, quelqu'un de mon âge, hein, j'ai 71 ans, serait un vieillard aigretant probablement, alors que bon, moi je trouve que je me porte bien, je fais beaucoup de vélo, enfin je veux dire, voilà, j'entends la vie, j'ai pas vraiment, enfin, des fois je me rends compte que je vieillis quand même, mais je veux dire, on n'a pas l'impression de devenir une sorte de handicapé. Donc que les personnes âgées sont de plus en plus fonctionnelles, est sans doute ouais, ça vient de l'augmentation du niveau de vie, des progrès de la médecine, des progrès de l'hygiène de vie, toute une série de choses qui font que la vie continue d'être signifiante, peut continuer l'être bien au-delà de 65 ans, qui est l'âge de la retraite. Euh, et effectivement, si on devenait de plus en plus vieux, ben, en bonne santé, bien cet état-là, enfin, on pourrait imaginer, moi, disons, si je devais me prononcer, je pense que là, l'état de santé que j'avais quand j'avais une quarantaine d'années, ça m'irait très bien. N'est-ce pas? Il y a deux, trois choses quand même que je corrigerais volontiers actuellement. Donc, on vivrait plus longtemps, mais ça poserait, alors, ce serait d'un côté un bien, mais comme je l'avais juste mentionné auparavant, ça poserait un problème, notamment dans la question de quand prend-on sa retraite, comment gère-t-on son activité professionnelle, parce que on s'imagine pas, j'imagine, enfin, j'imagine, c'est le cas de dire, on a de la peine à penser qu'on va faire pendant 300 ans le même métier, hein.
à condition que ça puisse se faire, parce que ça évolue d'une certaine manière. Mais probablement, il faudrait. Alors, est-ce qu'il faudrait. Il faudrait modifier tout cet aspect-là des choses. Et là, encore une fois, je pense que si ça se passe petit à petit, on a de très bonnes capacités d'adaptation. Si ça se passe brutalement, je ne sais pas trop comment on gère ça. Ça pourrait créer des ruptures sociales, évidemment, qui pourraient être assez délétères, quoi. Actuellement, on se dit il y a un actif pour 4, 3, 2. Non, il y a 4, 3, 2 actifs pour un retraité. Ça, c'est en train de changer. Si tout d'un coup, on vivait beaucoup plus longtemps, ce serait juste impossible à gérer tout ça. En tout cas, brutalement. Oui, c'est sûr que j'avais déjà entendu parler de certains concepts qui pourraient être appliqués, par exemple des rotations, où on pourrait prendre des périodes de retraite de quelques années ou même décennies et repartir au travail. Mais ça voudrait dire quand même de toujours rester plus ou moins... il faut toujours rester éduqué, puisque si finalement les choses évoluent très vite aussi. Donc en un siècle, on se voit bien que si quelqu'un qui est né en 1900, il a un monde totalement différent en 1999. Et donc il pourrait aussi y avoir, par rapport à cette question de la relation avec les personnes âgées, une fracture générationnelle encore plus grande vis-à-vis des technologies qui évoluent beaucoup. Et donc moi je sais que mes grands-parents, je les ai un petit peu introduits au numérique. Alors, mon grand-père est très à l'aise, on fait des Skype souvent et tout ça, mais ma grand-mère, par contre, elle a énormément de choses qu'elle ne comprend pas. Et donc, on pourrait imaginer que ça pourrait exacerber encore plus cette espèce de fracture générationnelle. Oui, je pense, mais ça souligne ce que j'ai dit, ce que je viens de dire. Je pense, c'est que c'est pas uniquement une question cognitive, il y a une question, alors j'ai dit affective, mais des questions de motivation. Il faut continuer à avoir envie, parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on devient âgé, bon, évidemment, actuellement, on perd un peu ses capacités quand même, y compris ses capacités cérébrales, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et probablement que la capacité d'émerveillement, d'aimer la nouveauté, sont des capacités qui diminuent. Mais de manière générale, l'être humain actuellement, enfin, la répétition diminue l'intérêt, hein. Prenez même dans le tourisme. Moi, je me souviens, Didier n'est pas là, mais comme il est belge, et la première fois que je suis arrivé à Bruxelles sur la Grande Place, j'étais complètement émerveillé par cette place. Puis la 20 ou 30e fois, je ne la regarde plus pratiquement, ou à peine. Et des fois, je me dis, c'est dommage de ne plus éprouver cette émotion de la nouveauté que j'ai eue à ce moment-là, que je peux avoir avec d'autres choses, mais enfin, ça s'épuise aussi. C'est ce que j'avais souligné Bernard Williams, qui est un philosophe anglais, dans un de ses articles, c'est que vivre éternellement, être immortel, ok, mais qu'en est-il de l'intérêt à vivre? Alors, vous me direz, l'avantage quand on est immortel, c'est qu'on peut décider soi-même quand on en a assez et mettre fin à la chose. Et d'une certaine manière, la mortalité, c'est le triomphe de l'autonomie, puisqu'on devient maître du moment de sa mort. Et dans la mesure où actuellement on valorise beaucoup l'autonomie, ça pourrait être bienvenu. Mais voilà, vivre plus longtemps, c'est un paramètre et il y en a de nombreux autres. Vous avez parlé des paramètres cognitifs, des paramètres affectifs. Tout ça, dans le fond, est programmé pour pour durer une centaine d'années, pas plus. Donc, il faudrait aussi le reprogrammer ou le déprogrammer, je ne sais pas, trouver un moyen, effectivement, de rendre les choses attractives. Vous parlez même de l'aspect cognitif. Moi, l'idée, par exemple, de devoir recommencer d'aller à l'école me rend pas je trouve pas ça forcément ça très attractif. Je dirais il y a un moment pour tout. Il faut un moment pour tout. Alors bien sûr, je peux me cultiver de différentes autres manières, mais voilà, tout ça est à repenser ou à revivre même pratiquement. Oui, c'est vrai que... Et il y a aussi souvent une crainte donc, qui revient souvent. D'ailleurs, je pense que c'est la première des oppositions que j'entends quand je discute d'une manière générale sur les sujets de longévité, c'est la surpopulation. En fait, les transhumanistes répondent en rappelant que la démographie démontre que l'augmentation de l'âge moyen des populations est au contraire liée à une baisse de la fécondité, donc ça, vous en avez parlé, et donc à terme une diminution de la population mondiale. Et en échange, cela se traduit par une baisse continue de la part des jeunes dans notre société. Donc des transhumanistes ont argumenté pour dire que ce n'était pas forcément un problème. La baisse drastique de la part des moins de 20 ans en Europe entre le début du 19e d'environ de 50% et le début du 21e d'environ 25%, c'était accompagné d'une bien plus grande attention apportée aux jeunes dans la santé, l'alimentation, l'éducation, les droits. Il a été écrit que si les enfants devraient se faire rares, nous devrions au moins symboliquement préserver l'enfance,
Que vous inspire cette réflexion et quelles pourraient être les conséquences d'une diminution encore beaucoup plus forte de la place et de la présence des enfants dans le paysage social? Alors, c'est vrai que le nombre de jeunes a beaucoup diminué. D'un côté, et d'enfants, ils nous sont plus précieux. Peut-être ça évitera de les envoyer évitera de les envoyer se massacrer à la guerre, comme ça a été le cas en 14-18. Hein. Donc, augmenter la préciosité de la vie humaine, toujours une bonne chose, hein, je pense. Bon, par ailleurs, c'est vrai que je pense que le raisonnement de transhumanistes disant que en fond, la natalité va diminuer est probablement correct, mais d'un autre côté, si vous prenez tout le domaine de la procréation médicalement assistée et que vous posez la question à des médecins qui en sont spécialistes, ils vous diront tous que les gens, les couples veulent avoir des enfants à eux, des enfants donc qui viennent de leur propre gène, et ils sont capables de faire énormément de choses pour ça, enfin de suivre des traitements lourds, d'aller à l'étranger, de dépenser beaucoup d'argent, parce qu'en bon, en France, beaucoup de choses sont couvertes par la sécurité sociale, mais dans beaucoup d'autres pays, dans le mien, tout ça enfin, les gens payent de leur poche, c'est pas couvert par la sécurité sociale. Donc, il y a un désir d'enfant chez les enfants, chez les parents, qui est extrêmement important. Platon et Aristote l'avaient déjà souligné de manière assez amusante en disant que c'est notre façon de devenir immortel. Nous nous rendons immortels par nos enfants. Alors, Platon ajoutait que le philosophe se rend immortel par sa pensée. Pour lui, ça a marché. Bon, pour beaucoup d'autres, c'est quand même plus difficile. Hein. Et il y a cette tradition, notamment dans les pays anglo-saxons, d'appeler son fils par le même prénom que le père. Il y a même eu des présidents des États-Unis, des George Bush senior et junior. Donc il y a toute une espèce de filiation, entre guillemets, immortalité qui passe par les enfants. Et je pense que encore une fois, ça souligne le fondement affectif des comportements humains. Ce désir d'enfant, il est toujours présent. Même si on n'en désire plus que deux ou plus qu'un, on en désire quand même. On n'a plus besoin d'en faire six ou sept parce que c'est une injonction divine ou parce qu'on a besoin de garantir notre retraite, hein, ou pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, qui sont d'ailleurs pas toutes, souvent pas très altruistes. Hein. On dit toujours il faut faire ça pour les enfants, mais quand c'est pour sa retraite, c'est pas tout à fait pour ses enfants. Bon, on n'avait pas vraiment le choix hein, à certaines époques. Et donc, ce désir va continuer, et donc l'augmentation de la population devrait quand même se faire. Alors, évidemment, on peut se dire aussi que si plus on est nombreux, peut-être que ça a aussi un effet sur notre façon de voir les choses, et qu'on va peut-être changer de conception. Mais en tout cas, pour l'instant, si on regarde en 1850, on était quoi, 1 milliard, je crois, à peu près d'habitants. On approche 7, 8, on nous dit 10. Pour l'instant, ça ralentit un peu, mais ce qu'on appelait la transition démographique, elle s'effectue quand même de manière extrêmement lente. Et il y a des auteurs qui pensent qu'elle s'effectuera trop tard. Hein. Parce on peut penser que le réchauffement climatique, de manière un peu provocative, j'ai tendance à dire qu'il y a 3 paramètres qui font que notre poids sur le monde actuel est devenu trop important. Il y a 3 intempérances, ou 3 incontinences. Il y a l'incontinence de la consommation qu'on observe chez nous. Il y a l'incontinence génésique, c'est faire trop d'enfants. Et il y a l'incontinence de justice parce qu'on est trop égalitaire. Parce que d'une certaine manière, c'est ça qui peut paraître un petit peu choquant, mais si on était 1 milliard de personnes, on pourrait tous vivre de la façon de manière égalitaire, comme maintenant, ça poserait pas de problème. Ou si on était 7 milliards, mais avec les structures sociales du 19e siècle, où il y a que quelques pourcents de la population qui vit richement et les autres vivent dans la pauvreté, ça marcherait aussi. Alors, je dis pas que c'est ça qu'il faut viser, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait énormément de choses, enfin, on a augmenté un certain nombre de choses en même temps, de manière incompatible, et on a maintenant ces problèmes. Et la question donc de l'augmentation de la population dont il était question, effectivement, c'est un problème parce que on a quand même je pense parce que on a quand même de la peine à freiner suffisamment la courbe et assez vite pour éviter les difficultés dans lesquelles nous allons nous trouver. Nous nous trouvons déjà d'ailleurs.
Une source de controverse relative au projet du transhumanisme est la question de la justice sociale. Beaucoup craignent que la possibilité d'améliorer de façon radicale les capacités humaines et donc la longévité ne creuse un fossé entre ceux qui feront usage de ces nouvelles technologies et ceux qui ne voudront pas le faire ou ne pourront pas faute de moyens, amplifiant ainsi les inégalités socio-économiques existantes. Selon certains, ce danger justifierait que l'on interdise, au nom de l'égalité des chances, l'accès à de telles interventions, un peu à la façon dont le dopage est banni des sports de compétition. Quel est votre avis ou réflexion à ce sujet? Écoutez, cette question, dans le fond, était juste un peu dans le prolongement de la précédente, puisqu'effectivement, l'égalité est quelque chose qui nous est cher et que, évidemment, nous, on ne pense pas dans nos démocraties qu'il y a trop d'égalité. Donc, il faut au contraire arriver à réaliser suffisamment d'égalité. Et la question peut se poser s'il n'y a pas assez d'égalité, égalité des chances, hein, essentiellement, restons-en à celle-ci, parce que on parle souvent d'égalité, mais on oublie, il faudrait quand même chaque fois préciser de quoi. Mais l'égalité des chances, qui joue un rôle fondamental dans nos démocraties, est quelque chose qu'on veut conserver. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouveauté technologique qui risque de mettre à mal cette égalité? C'est pas la première fois qu'on observe quelque chose de ce genre-là. Beaucoup d'innovations technologiques ou technologies d'innovation tout court ont été au début réservées à l'élite au sens des gens suffisamment riches pour pouvoir se le payer. C'était le cas des lunettes. Les lunettes, si vous étiez myope au XIIe siècle ou au XIVe siècle, il y avait très très peu de gens qui pouvaient disposer de lunettes. Hein. C'était le cas de la pénicilline qui a été réservée pour l'armée. Alors c'était d'autres considérations. Hein. Et en général, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, bon, si véritablement l'innovation est intéressante, eh bien, elle se généralise. Hein, elle se généralise. Et pourquoi se généralise-t-elle? Parce que, notamment, bon, les gens la désirent et d'autre part, dans des systèmes démocratiques, les démocraties libérales que nous connaissons, eh bien, lors d'élections ou autres, on met au pouvoir des gens qui s'engagent à rendre ces nouveaux dispositifs disponibles pour tout le monde, d'une certaine manière. Donc, je pense que l'argument disant qu'il faut interdire ce qui n'est pas accessible à tout le monde est une mauvaise manière de voir les choses. Il faut au contraire œuvrer en sorte que ce soit disponible pour tous. Et ça, c'est une question de volonté politique. Alors, je dis pas que, bon, peut-être qu'il y aura des limites. Peut-être, on se rend compte actuellement, il y a par exemple, des traitements extrêmement chers qui commencent à poser des questions. Et effectivement, on peut se demander s'il faut les mettre à disposition. Bon, les gens qui ont extrêmement beaucoup d'argent, ils trouveront toujours les moyens de se l'offrir d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est pas une question de justice, on est bien d'accord. Mais dans la mesure où on pose une question de justice et d'équité, je pense que si c'est réellement positif, il faut le rendre disponible à tous. C'est ça la bonne réponse. Donc si un jour on a moyen, par une thérapie génique, admettons, d'augmenter de manière importante la longévité, la bonne réponse c'est qu'on le rend disponible à tous. Étant bien entendu que tout le monde n'est pas obligé d'y recourir. Il y a probablement des gens qui ont des conceptions de la vie dans lesquelles c'est pas vraiment un bien de vivre plus longtemps. Enfin, on peut imaginer ces choses-là. Ça pose toujours le problème délicat de leurs enfants, hein, parce qu'effectivement, si vous avez une conception de la vie pour vous qui fait que vous voulez pas recourir à certains outils technologiques, c'est pas évident. Évidemment, vous l'imposez à vos enfants, il n'est pas évident qu'ils auraient le même avis. Ça peut poser des problèmes, ça en pose déjà maintenant. Hein. Pour prendre quelque chose qui est un peu anecdotique, on sait que les véganes sont un peu plus petits que les gens qui mangent de la viande. Hein. Donc les enfants des véganes seront plus petits que les enfants des carnivores. Or, il y a aussi des études qui montrent que la grandeur est corrélée à la réussite ou à la facilité sociale. Hein. Bon là, je ne pense pas que ça se pose un problème réel parce que c'est pas des grandes différences, mais j'entends ce type de problème pourrait se reposer, effectivement. Après, il y a aussi le fait que, d'une manière générale, souvent, quand il y a une nouvelle technologie très chère que seules les élites, entre guillemets, les personnes les plus riches peuvent s'offrir, c'est souvent quand ça marche pas. C'est souvent les premiers prototypes. Par exemple, dans les années 80, les premiers téléphones portables étaient horribles, ils étaient pas pratiques du tout. Et c'est aujourd'hui que le téléphone portable est accessible, même dans les pays les plus pauvres, qu'il fonctionne très bien, qu'il est pas cher et il est pratique. Donc, oui, je pense. Pour les dispositifs technologiques, c'est le cas. Pour la pénicilline, c'est un peu différent parce que c'est une molécule, hein, donc on la trouve pas.
Mais il est vrai que plus quelque chose est à disposition, plus il y a de perfectionnements qui sont apportés. Bon, je suis pas sûr que l'usage qu'on fasse actuellement des téléphones portables soit forcément quelque chose d'absolument désirable, mais bon, c'est une autre question. Parce qu'effectivement, bah, comme toujours, on parle de technologies à usage duel, hein. Alors on parle évidemment des bombes, des choses, enfin des bombes. Plutôt, on parle de ce qui peut servir à produire des bombes, mais pratiquement toute nouvelle technologie a des usages duels, c'est-à-dire a des avantages et des inconvénients. Voilà, bon, ça c'est après ça dépendra de l'usage qu'on va en faire, effectivement. J'avais aussi une question comme ça en ayant cette conversation, c'est par rapport encore une fois à la question des générations qui ne passent peut-être pas le relais. Est-ce qu'on pourrait craindre une sorte de gérontocratie qui se met en place où finalement il est très difficile pour les jeunes générations d'acquérir certains postes? Par exemple, on peut imaginer que si l'équipe de France de football, ça c'est un exemple un petit peu rigolo, mais si les meilleurs athlètes bah, finalement continuent à être très performants même après 40 ans, après 50 ans, il sera très difficile finalement d'acquérir une place dans l'équipe de France puisqu'on sait qu'il n'y a que 22 personnes qui peuvent être voilà, sélectionnées. Donc c'est pas quelque chose qui pourrait se généraliser dans la société, dans les postes à haute responsabilité, au gouvernement. Alors, on peut aussi craindre des dictateurs qui soient immortels, mais bon, ça c'est un peu de la science-fiction, je pense. Oui, mais je pense que le danger que vous soulevez ici existe déjà à un autre niveau dans le cas des élections. Chez nous en Suisse, dans les votations, hein, puisqu'on vote sur des questions de société. Il y a donc de plus en plus de personnes âgées qui sont par ailleurs plus conservatrices que les personnes jeunes. Alors certains ont dit il faut mettre le droit de vote à 16 ans. Alors on peut, simplement, il faut quand même se rappeler, parce que moi je m'intéresse aussi à la neurologie, que avant 20-22 ans, le cerveau n'est pas terminé. Donc on peut pas genre dire, c'est pas forcément sans risque ce genre de choses. Alors notre solution que je trouvais assez... Alors moi je disais souvent en forme de boutade, à partir de 80 ans, il faudrait retirer le droit de vote. Mais bon, évidemment, dans une démocratie égalitaire, c'est un peu difficile. Mais ce que certains ont proposé, ce qui est aussi un peu difficile, c'est de donner 2 voix à tout le monde et au fur et à mesure qu'on devient plus âgé, on perd un pourcentage de cette voix. Plus qu'1,9, 1,8, 1,7. Alors évidemment, ça met en jeu l'égalité est quand même un peu touchée, un peu impactée, mais disons conceptuellement, je trouve que c'est une assez bonne solution hein, pour donner plus de poids aux jeunes générations. Et ce que vous dites aussi, et effectivement c'est vrai, les places se sont occupées. Il y a des domaines dans lesquels plus on a d'expérience, meilleur on est. Hein. Ça peut être aussi pour le sport, parce qu'on a plus l'habitude de jouer. Si on garde nos capacités athlétiques, dans les directions, dans ces choses-là, il y a effectivement, ça pose un problème. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre des limites d'âge? Évidemment, on parlera de discrimination vis-à-vis des personnes âgées. Il y aura plein de problèmes nouveaux qu'il faudrait traiter, qu'il faudrait des quotas. Vous savez, il y a actuellement plein de débats sur les quotas, bon, surtout en ce qui concerne la place des femmes hein, dans la société. Enfin, là aussi, les quotas, un quota est une discrimination, mais est-ce qu'il y a des discriminations justifiées ou non? Enfin, c'est des débats qu'on connaît déjà, mais qui seraient probablement beaucoup plus importants et peut-être exacerbés sur ces questions-là. Je fais juste une petite parenthèse sur une autre finalement technologie en progrès, ou en tout cas possible pour ces questions finalement d'immortalité, de vivre plus longtemps, et peut-être même carrément de vaincre la mort. C'est la cryogénie, la cryonie. La Suisse est un endroit intéressant puisque en Europe il y a une association justement qui s'appelle Cryo Suisse qui semble pousser les choses et la juridiction du pays. Alors je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'elle est plutôt tolérante sur le sujet. Que pensez-vous de cette technique hein, consistant à congeler le corps d'un patient après son décès, ou en tout cas enfin je sais pas exactement le terme parce que congeler c'est pas Hibernation. voilà hibernation, dans l'espoir de le ramener à la vie quand la médecine en sera capable. Alors, je ne savais pas qu'il existait une entreprise suisse. Je connaissais une entreprise américaine qui cryogénise. Et maintenant, ils cryogénisent plus que la tête, d'ailleurs. Hein, et dans l'idée, alors c'est assez, ben, ça coûte moins cher. Hein, c'est aussi parce qu'il y a un problème avec ces entreprises, c'est qu'elles font faillite. Qu'est-ce qui se passe hein? Donc, ils cryogénisent plus que la tête dans l'idée que c'est le cerveau le support de la personne. Bon, moi, je pense que, alors, juridiquement, bon, je ne sais pas l'état en Suisse, mais c'est sûr qu'en général, la Suisse réglemente beaucoup moins que la France, par exemple. Hein, donc, il est fort possible qu'il n'y ait juste pas de loi sur la question, donc ce n'est pas possible. Mais ce qui est sûr, c'est que, d'une certaine manière, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un.
Donc, probablement qu'ils attendent que la personne soit cliniquement morte pour la cryogéniser. Et là, bon, je sais pas, moi, je sais pas quel progrès la médecine va encore faire. Certains parlent de ressusciter les morts, effectivement. Euh, Personnellement, je suis assez sceptique dans la mesure où j'ai l'impression que enfin, la mort, c'est quand même un certain nombre de processus quasiment destructifs et irréversibles. Mais enfin bon, on ne sait pas. Cela dit, à part ça, ben, il y a le problème dont s'est moqué Louis de Funès dans le film Hibernatus. Hein. Si vous vous réveillez 500 ans plus tard, vous êtes dans un monde dans lequel vous êtes complètement inadapté. Et, bon, ça peut être cocasse. Ça ne m'apparaît pas, disons, personnellement pas extrêmement désirable. Il y a le cas de quelqu'un qui est resté 19 ans dans le coma aux États-Unis suite à un accident et qui s'est réveillé effectivement. Bon, alors il avait quand même quelques séquelles, ce qui fait que c'est difficile d'évaluer son cas, mais quand il a eu son accident, c'était Ronald Reagan qui était président, et puis bon, c'était 19 ans plus tard. Et pas eu beaucoup de détails, mais une chose que j'ai vue, c'est que ça avait en tout cas nécessité une réadaptation non négligeable. Effectivement, bon, encore c'est 19 ans, et il y avait probablement des gens qui étaient autour de lui, c'est des gens qu'il avait connus, même s'il ne les reconnaissait pas forcément. Si il se passe plusieurs siècles, je sais pas, on peut imaginer tout d'un coup, je sais pas, vous avez Platon qui se réveille de nos jours, qu'est-ce qu'il penserait de tout ce qui se passe? Je n'ai pas la moindre idée, mais voilà. Mais effectivement, l'idée en soi, on la comprend bien, puisque quand on congèle un corps ou des cellules, ben, on peut les réveiller. On le fait pour les gamètes, hein, c'est comme ça qu'on fait la procréation médicalement assistée. On pourrait le faire pour un organisme. Qu'est-ce qui en sortirait au niveau cognitif et affectif, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, pour nous autres êtres humains. Est-ce que la personne se reconnaîtrait comme étant la personne qui s'est endormie? Ou est-ce que la rupture de continuité psychologique serait telle qu'il se reconnaîtrait plus que la même personne, comme ça peut arriver dans des cas de perte de mémoire complète, hein, ou des cas de gens qui se réveillent de coma? C'est plein de questions philosophiquement assez fascinantes et psychologiquement assez fascinantes. Euh, mais quant à le désirer pour soi-même, en tout cas moi, ça me semble pas particulièrement attractif. Hmm. C'est sûr qu'il y a... Ces questions sont intéressantes. Je dirais que si quelqu'un essaie d'adopter une vue rationnelle sur le sujet et qui se dit j'ai trois possibilités, c'est surtout s'il y a une maladie incurable qui est détectée, par exemple, que le choix rationnel pourrait se faire vers la cryonie, par exemple, puisque l'option 1, c'est de choisir de se faire incinérer après la mort, et les probabilités de revenir dans ces cas-là sont de zéro. Hein. La deuxième option, c'est de se faire enterrer, et là aussi, généralement, c'est zéro. Et la troisième option, c'est la cryonie, et là, il y a peut-être un petit peu plus de pourcentage de possibilité de se faire réveiller. Donc, je dirais que ça pourrait être un argument, mais... Oui, oui, non, mais vous avez raison. Je pense que pour vraiment prendre une décision, disons, raisonnable sur la question, il faudrait savoir les gens qu'on réveille, dans quel état ils reviennent. Parce que, encore une fois, la longévité, c'est bien, mais la qualité de vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Personne n'est d'accord de vivre, à peu près personne n'est d'accord de vivre, quelle que soit la qualité de vie que l'on aura. Et comme moi, je suis pas très optimiste, mais j'ai pas vraiment d'argument. Hein, c'est juste, ce sont des impressions. Ça m'attire pas, tout simplement. Mais voilà, le jour où le jour si ça devient une possibilité réelle, euh, je serais curieux de voir. Je le verrai pas, mais j'aurais été curieux de le voir. Ouais. C'est vrai que... Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment une solution en soi vers une longévité radicalement voilà, étendue, puisque ça permet juste de peut-être se réveiller dans un siècle ou deux. Donc ça peut être intéressant pour les curieux qui veulent savoir où sera le monde dans plusieurs siècles. Mais alors après, on peut imaginer que dans le futur, on ait guéri la vieillesse. Mais... Ou alors, faudrait se réveiller tous les 10 ans et se congeler et se réveiller. Mais bon. C'est un idéal de vie assez particulier. Ouais. Voilà. Non, mais la difficulté, c'est que, bon, actuellement, on soigne beaucoup mieux certains cancers que même il y a 10-15 ans, par exemple, les cancers de la peau. Donc, on pourrait dire, il y a 10-15 ans, on aurait mieux fait de se faire congeler, mais si on se fait congeler une fois qu'on est mort, parce que c'est un peu ça, il ne s'agit pas simplement de soigner le cancer, il s'agit simplement de ressusciter la personne. Hein.
Et si on se fait congeler avant sa mort, alors je ne sais pas juridiquement ce que ça donnerait. Euh, ben ça dépendra si on arrive à nous réveiller ou pas par la suite, hein, Puis si c'est juste avec notre tête, il faut voir aussi comment. Oui, alors si c'est juste avec la tête, il faut trouver faut pouvoir faire de la greffe de corps, hein. C'est toujours la question de savoir si on greffe un cerveau, est-ce qu'on greffe un cerveau à un corps ou est-ce qu'on greffe un corps à un cerveau? Dans quel sens est-ce que ça va? C'est évident que là, ça demanderait encore d'autres possibilités, hein, c'est sûr. Vous êtes membre d'un organe de conseil de la REACH, en français Association pour une recherche et une innovation responsable dans l'édition du génome. Pensez-vous que des personnes de cette association pourraient faire progresser les recherches de thérapie génique pour la longévité? Ou au contraire, y a-t-il un risque de frein? Oh, je pense pas que ça va dans un sens ou dans l'autre, dans la mesure où il y a des gens qui sont plutôt, disons, pour et d'autres qui sont plutôt contre. Actuellement, dans le fond, il s'agit donc d'une association qui veut surtout peser les aspects éthiques, juridiques et sociétaux de la question. Donc, et actuellement, les questions qui se posent, c'est la thérapie génique. Alors, la thérapie, enfin, c'est pas la seule. C'est la thérapie génique, soit somatique, soit germinale. Dire, soit on soigne un défaut génétique dans une personne déjà née, par exemple la mucoviscidose, en modifiant certaines cellules du poumon, et ça, personne n'a d'objection, hein. Soit on essaie de soigner les embryons. Alors ça va être plus difficile, d'abord parce qu'il faut être sûr de ne pas rater son coup, puisque la modification va s'exprimer dans toutes les cellules de la personne et dans ses descendants aussi, hein. Donc ça, tout le monde est d'accord qu'actuellement, c'est prématuré. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait même arrêter la recherche, ceux qui sont contre par définition, mais la plupart, il y a quand même un certain consensus sur le fait qu'il faut continuer la recherche, mais évidemment, il ne faut pas passer aux applications humaines, comme ça a déjà d'ailleurs été fait en Chine, sur 2 filles, 3 semble-t-il maintenant, avec un résultat quand même enfin, pas catastrophique pour l'instant, mais pas génial non plus, hein. Il y a d'autres questions qui se posent, alors pas pour la longévité, mais la question de savoir pour l'environnement, est-ce qu'il faut essayer d'éradiquer des moustiques pour pour éviter la malaria, enfin des choses qu'on appelle le gene drive, le forçage génétique, qui sont des techniques apparentées. Mais pour la longévité, dans le fond, il y a quelques études, hein. On a produit des souris Mathusalem qui vivaient plus longtemps. Il y a on travaille un peu sur les télomères, puisqu'on sait qu'ils se raccourcissent chaque division de cellules. On essaie d'identifier des gènes enfin, qui sont liés au vieillissement de l'organisme. Là, j'ai jamais, en tout cas dans les discussions qu'on a eues, jamais entendu d'objection de principe et d'objection contre la recherche. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des freins, ni forcément au fait qu'on va le booster. Dans le fond, c'est plutôt une réflexion sur ce qui se fait maintenant et ce qui va se faire dans un futur proche. Et comme je l'ai dit, c'est essentiellement pour l'être humain des questions de thérapie qui sont soulevées. Voilà. Il y a aussi, bon, dans ce genre d'association, il y a aussi un aspect défensif. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu un débat sur le génie génétique qui a mal tourné pour les scientifiques. D'où le débat sur les OGM. C'était pas forcément de l'être humain, mais même maintenant, on l'entend toujours, hein, pour les vaccins contre la Covid qui sont en train d'être mis au point, certains donc fonctionnent sur l'ARN, il s'agit d'un virus ARN, et j'ai entendu, en tout cas en Suisse, mais je pense que c'est un peu partout comme ça, des gens dire attention, faites-vous pas vacciner, sinon vous serez changé en OGM. Mais ici, un bain de soleil, c'est la même chose, hein. Un bain de soleil vous change en OGM, ça vous fait 2000 mutations potentiellement dangereuses d'ailleurs sur la surface de la peau. C'est absurde, mais bon, voilà. Donc, ces associations aussi pour le développement du génie génétique de manière responsable, c'est aussi pour éviter de retomber dans des débats stériles et bloquants comme ça a été à l'époque. Donc, de certaine manière, c'est quand même des associations qui sont un peu précautionneuses, mais qui veulent pousser ce qui a des bénéfices visibles, enfin, pas forcément immédiats, mais visibles. Et je pense que c'est une bonne chose. Il faut y aller pas par pas. On peut pas, faut pas choquer la population parce que ça marche pas. Sauf si on avait évidemment un dirigeant qu'on ne veut pas et qui est capable de décider tout ça tout seul.
Donc, si on commence par faire des choses qu'on sait faire, ou qu'on espère savoir faire bientôt et qui sont bénéfiques, évidemment bénéfiques pour l'être humain, je pense que c'est un bon moyen de commencer. Puis après, on voit comment les choses se développent et si on peut aller plus loin, jusqu'où, comment, etc. Et d'ailleurs, une question peut-être aussi Virginie pourrait intervenir, c'est les thérapies géniques justement sur la recherche de la longévité. On en est où? Enfin, ça concerne quoi exactement en ce moment? Alors, je pense que Virginie répondra mieux que moi. Moi, je connais quelques anecdotes que j'ai rencontrées dans la littérature, mais c'est pas vraiment un sujet que je maîtrise très bien. Donc, Virginie, je vous passe la parole. Oui, là, on en a encore sur les souris, mais avec CRISPR-Cas9, il y a pas mal de possibilités d'intégrer des nouveaux gènes, en tout cas pour exprimer des protéines qui peuvent améliorer la longévité. Donc, il y a pas mal de protéines dont je passerai les noms parce que c'est souvent voilà, c'est des noms qui n'ont pas de sens en termes en soi. Mais au vu des différentes possibilités, que ce soit hormonales ou des choses comme ça, on peut exprimer plus de protéines qui vont vers, en tout cas, une amélioration de la longévité. Soit sous-exprimées, soit surexprimées selon ce qu'on a observé mais c'est encore au niveau des souris pour l'instant. On n'en est pas encore à l'humain. Mais on parlait de maladies génétiques comme la mucoviscidose et des choses comme ça. Ça, la recherche en thérapie génique avance bien sur certaines maladies, clairement sur l'humain même. Tout à fait, et surtout pour les maladies monogéniques, hein, qui ne mettent en jeu qu'un gène ou deux. Enfin, ça, je pense que là, on va pouvoir obtenir des résultats. Pour la souris, effectivement, pour la longévité, alors évidemment, sur la souris, on peut se permettre d'expérimenter tant qu'on veut. On les sacrifie, les souris, à la fin de l'expérience. C'est pas grave s'il y a beaucoup de ratés. Pour l'être humain, évidemment, c'est une autre histoire. Et c'est vrai qu'actuellement, CRISPR-Cas9, enfin, c'est un progrès gigantesque dans la précision, etc. Mais il y a plein d'effets quand même hors cible, hein. Parfois, on tape des gènes à côté. Même des effets sur le site, sur la cible elle-même, sont pas toujours bien maîtrisés. Parce que pour chaque gène, il y a des variants. Il y en a énormément de variants pour chaque gène et on ne sait pas toujours quels sont les gènes, les variants qui sont bénéfiques et ceux qui sont délétères. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore là et pour lesquelles, enfin, on a besoin de beaucoup de recherches, encore de pas mal de recherches pour progresser. D'autant que bon, quand quelqu'un est atteint d'une maladie mortelle, on accepte de prendre des risques. Si un enfant a la mucoviscidose ou maladie de Huntington, ben même si on fait courir un risque relativement important à la personne, ben on est assez tous d'accord que le rapport risque-bénéfice vaut le coup. Par contre, pour des caractéristiques comme vivre un peu plus longtemps, etc., là, on ne veut pas prendre trop de risques non plus. Donc là aussi, les précautions doivent être beaucoup plus importantes. Donc, je pense que la difficulté avec la longévité, si on prend ça globalement, évidemment, on peut, comme vous l'avez dit, on peut cibler sur des protéines qui ont un rôle. Mais si on veut véritablement modifier la longévité, ce sera multigénique, il y aura beaucoup de gènes et il faudra pouvoir les modifier sans doute de manière sûre. Et là, bon, tout le monde est d'accord qu'on n'y est pas encore. Mais Oui, surtout qu'ici on parle de génétique, mais on vient beaucoup avec l'approche épigénétique qui complexifie encore plus la donne. Donc ça devient quelque chose de vraiment complexe de savoir quel gène est épicé, comment ça se passe au niveau des protéines, est-ce qu'il y a encore des modifications après, comment c'est surexprimé, sous-exprimé. Donc on ne peut pas juste cibler un gène, c'est pas souvent aussi simple que ça. tout à fait. Tout à fait. Je travaille aussi avec des oncologues, des génétistes qui font de la génétique. Et bon, alors ils ont identifié un nombre, plus d'une centaine de gènes de susceptibilité à des cancers. Mais souvent en se disant, mais alors voilà, il y a telle variant, telle variant, telle variant. C'est celui-là, on sait qu'il est délétère. Puis il y en a plein, c'est des variants de signification non connue, hein. Donc, c'est voilà, quand on modifie, enfin, encore une fois, quand quelqu'un a un cancer, on veut bien prendre des risques, hein, parce que effectivement, la vie est en question, mais quand on voudra modifier des choses plus normales, si on peut dire, ça demandera effectivement enfin, une approche quand même beaucoup plus, alors, on peut dire prudente, précautionneuse, etc., mais enfin beaucoup plus responsable en tout cas. Ouais. Très bien, très bien. Bah, je pense une petite question, enfin, ouais, une question pour un petit peu résumer et entrer petit à petit vers une conclusion, je dirais. Quelle serait votre objection la plus grande
contre la longévité ou l'augmentation de la durée de vie en bonne santé. La deuxième phase de cette question, quel est l'avantage qui vous semble être le plus important, quoi? Voilà, alors, j'ai pas d'objection de principe ou fondamentale. Je pense qu'il faut simplement insister sur le fait qu'il faut que ce soit graduel. Enfin, ce serait bien que ce soit graduel pour qu'on ait le temps de nous adapter. Et d'autant que ça demandera des adaptations non seulement sociétales, mais aussi psychologiques. Et ça ne change pas du jour au lendemain. Ça peut même être très réfractaire. Il faudra voir. Je ne sais pas très bien quels sont les obstacles qu'on rencontrera, mais je pense que effectivement le fait d'y aller pas à pas, comme souvent, c'est le bon moyen d'y arriver. L'avantage principal, bah, moi je dirais l'avantage principal, c'est que les gens, dans le fond, pourront décider eux-mêmes quand ils en auront assez. Parce que c'est souvent, effectivement, la mort est vue comme un mal, parce que bah, c'est de l'anéantissement, parce que, enfin, il y a différentes choses, et parce que, dans le fond, viscéralement, on en a peur, puisqu'on est des êtres qui sont faits pour survivre, hein. Si nos ancêtres n'avaient pas eu peur de mourir, on ne serait pas là, ils auraient disparu. Évidemment, donc on est câblé sur cette peur-là. Mais par ailleurs aussi, on rencontre sur les personnes très âgées, il y a de la lassitude. Alors, qui peut être dû évidemment à des handicaps physiques ou autres, mais il y a peut-être la lassitude du fait qu'au bout d'un moment, on a fait le tour de la question. Est-ce qu'on pourrait remettre le programme à zéro? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait judicieux? Est-ce qu'on serait encore la même personne? On peut discuter beaucoup de manière sans fin un peu sur ces questions-là. Mais disons, je dirais personnellement, ça permettrait de prendre encore plus en main sa propre destinée. Et ça me paraît un avantage que je trouve appréciable. Très bien. Et du coup, je pose aussi la question à Virginie. Est-ce que tu as une objection finalement? Alors, je sais que ça va peut-être un peu biaisé, mais est aussi un avantage. Je dirais l'avantage principal selon toi de travailler sur ces sujets et d'essayer d'augmenter la durée de vie de l'être humain en bonne santé, et peut-être aussi l'objection. L'avantage, c'est que plus on cherche à augmenter la longévité, plus on a de connaissances aussi sur les mécanismes de vieillissement, donc d'augmenter la qualité de vie. Moi, je pense que c'est surtout ça qui est important, pas tellement en quantité d'années, mais vraiment de pouvoir améliorer les années qu'on a déjà à l'heure actuelle en vraiment de bonne qualité, de pouvoir mieux comprendre les différents mécanismes de vieillissement. Les désavantages, moi, je rejoins un peu Bernard dans le fait que ça doit être progressif, qu'il n'y ait pas vraiment des grandes inégalités dans l'approche des technologies qui pourraient faire vraiment des complications au niveau et des changements de civilisation dans lesquels on n'est pas adapté, dans lesquels on n'a pas pensé les choses avant. Donc je pense qu'il y a pas mal d'avantages, mais il faut toujours rester responsable et prudent dans le fait d'y aller pas à pas et de voir les choses comme effectivement une meilleure autonomie et une possibilité à chacun de vivre dans une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible selon nos envies. Mais c'est de ne pas pousser le bouchon trop loin, trop vite, mais y aller pas à pas. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a effectivement plein de bénéfices à envisager ces questions, clairement. Très bien. J'ai juste une dernière question. J'avais quand même posé quelques questions sur Internet à la communauté qui nous suivent. Et donc, mais finalement, la plupart ont été répondues au cours de la conversation. Donc, je vais juste poser la dernière question que je pose à tous les invités, enfin, sauf quand j'oublie. C'est finalement une question plus générale sur le futur en général, puisque avec la chaîne The Flares, on s'intéresse au futur de l'humanité. Quelle est votre vision du futur sur le court terme, moyen et long terme? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous pensez que les défis du 21e siècle, par exemple, seront trop grands à surmonter? Comment vous voyez quelle est votre vision finalement générale de l'avenir? Bon, moi, je suis pas très optimiste actuellement, pour pas dire que je suis franchement pessimiste, mais pas pour des questions liées au transhumanisme, mais parce que évidemment ben, le chaos climatique dans lequel on est en train d'entrer et qu'on ne sait pas vraiment gérer. Enfin, tout le monde a des idées, mais je veux dire, on se rend compte qu'une simple crise comme le Covid, qui est capable quand même de déstabiliser pas mal. Donc, je suis pas très très optimiste sur la vie que va mener l'espèce humaine dans le prochain siècle.
Évidemment, j'espère me tromper, hein, comme, comme toujours, mais alors, et je pense pas que, bon, certains transhumanistes, je sais pas si c'est une boutade ou c'est sérieux, disaient qu'il faut se dépêcher d'améliorer l'être humain pour qu'il puisse résoudre, pour que le post-humain puisse résoudre les problèmes que l'humain a posés, mais il faudrait aller très très vite. Et je pense que, ouais, disons, dans mon avis, le problème que l'on a, qui se dresse devant nous, qu'on a à régler, c'est cette question de changement climatique. Et de toute urgence, et si on veut repartir ensuite sur de bonnes bases, il faudra trouver une solution. Très bien, ça marche. Merci. Je pense que, alors, je sais pas si Virginie a d'autres questions. Moi, j'ai pas d'autres questions, mais je compléterai aussi sur le fait que quand on parle de technologie et de personnes plus œuvrées dans le domaine de l'écologie, je trouve qu'il faudrait plus de faire de pont entre les disciplines, parce que je sens qu'il y a un clivage qui se fait de plus en plus, et je trouve qu'il y a beaucoup de réponses dans le fait de joindre les disciplines de plus en plus et de pas être soit l'un, soit l'autre. Enfin voilà, ça c'est un peu mon avis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Virginie, je vais le dire, parce qu'effectivement, dans l'approche écologique, certains sont plutôt sceptiques, voire n'aiment pas du tout la technologie. Moi, je pense que la technologie, alors, est peut-être une partie du problème, hein, jusqu'à maintenant, mais c'est aussi une partie de la solution, et il faut s'interdire aucun moyen que l'on pourrait avoir pour modifier la situation. Euh, Même des moyens héroïques, certains ont pensé des manières de captation du carbone, etc. Enfin, toutes ces choses-là, il faut qu'on puisse en discuter, il faut qu'on puisse les envisager comme étant possibles, y compris, bon, je me fais souvent mal voir, mais y compris les OGM. Il est fort probable que si on se refuse la capacité de modifier les plantes, notamment pour pouvoir se nourrir mieux, dans des situations climatiques plus difficiles, on va se créer de gros problèmes et je vois pas de raison pour lesquelles on exclurait une technologie a priori alors qu'elle peut nous aider. Donc, si jamais les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus sur vous, Bernard, où c'est qu'on peut avoir des infos? Quels sont les ouvrages que vous recommandez? Alors bon, j'ai une page sur Internet, j'ai pas l'adresse en tête, mais bon, il suffit de taper mon nom, j'imagine. Sinon, bon, j'ai sorti un bouquin sur le transhumanisme il y a une année et demie maintenant, juste avant le Covid. C'était peut-être pas le meilleur moment, qui s'appelle De l'humain augmenté au post-humain. Et ça a été publié chez Vrin à Paris. Voilà, disons, où je développe un peu plus sur l'humain augmenté que sur le transhumanisme, et un peu les idées que j'ai là-dessus. Certaines, on en a parlé aujourd'hui, d'autres non. Il y a beaucoup d'autres questions à soulever. Très bien, bah, je mettrai le lien dans la description. Et Virginie, pareil, où c'est qu'on peut en savoir plus sur ce que tu fais et si les gens veulent poser des questions. Moi, je suis collaboratrice scientifique dans une ASBL qui s'appelle HEALS, donc H-E-A-L-E-S, donc c'est www.heals.org. Et donc là, il y a il y a une newsletter qu'on publie tous les mois et pas mal d'infos sur les événements, voilà. Très bien, mais merci encore pour cette conversation, c'était très intéressant. Le podcast Humain demain. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et merci encore à Bernard Berchi et Virginie Stephen d'avoir accepté l'invitation pour participer à cet épisode du podcast Humain demain. Vous retrouverez tous les autres épisodes sur notre site, sur la chaîne YouTube et également sur votre téléphone si vous avez une application de podcast, en tapant The Flares. Profitez-en pour aussi écouter l'autre série que nous produisions qui s'appelle La Prospective, et jetez aussi un œil aux autres contenus que nous créons, des documentaires, des vidéos, etc. à la fois sur la chaîne et sur le site The Flares. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, merci, et à bientôt.